Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir nous allons de nouveau parler des méchants. Lors des ateliers précédents, nous avons déjà parlé du méchant, comment le présenter à vos joueurs et comment construire sa personnalité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ses serviteurs. Si vous jouez en campagne, il y a de fortes chances que vous ne puissiez affronter l'antagoniste principal qu'après de longues séances de jeu. Il vous faudra donc des ennemis intermédiaires pour faire face à vos héros. Si on était dans un jeu vidéo ou un film d'action, l'exercice serait plutôt simple. Les méchants étaient divisés en 3 catégories. Des hommes de main génériques, ceux qui n'ont pas de nom et qui n'ont d'autre but que de pourrir la vie des héros et de mourir lamentablement en essayant. Les bras droits du boss, ils ont un nom, un peu d'histoire et généralement un détail spécifique pour les rendre inoubliables. Et finalement, bien sûr, le boss, le grand méchant, celui qui est derrière tout ça depuis le début. Cependant, dans le monde du jeu de rôle, il est plutôt rare que l'on se contente d'envoyer des vagues d'ennemis s'écraser sur nos fiers héros, car sinon nos parties tourneraient vite au jeu de plateau. Il va donc falloir adapter les serviteurs du méchant avec sa personnalité. Cette découpe en 3 paliers fonctionne malgré tout très bien, et vous pouvez vous en servir comme base pour vos propres campagnes. Mais revenons à la personnalité de nos méchants, car c'est elle qui va déterminer le type de serviteur qu'il va avoir. Le dictateur. Il a un grand plan, de grands projets, et ne s'en cache pas. Il les recrute, même ouvertement. Il est généralement riche et puissant, et va être suivi par des personnes qui croient en sa cause, qui sont désespérés ou qui pensent que c'est le moins mauvais choix. Les serviteurs du dictateur ont une identité forte. Leur allégeance ne fait aucun doute et sont généralement bien équipés. Ils peuvent bien sûr agir dans l'ombre, mais savent qu'il existe nombre d'autres agents pour les aider. Dans ses bras droits, on retrouve souvent le garde du corps, personnage compétent et dévoué pouvant facilement neutraliser les menaces. On retrouve également très souvent le scientifique, personnage qui va donner au dictateur les moyens de ses ambitions. Ensuite, nous avons le mégalomaniaque. C'est le méchant, vous le savez, il le sait et il l'assume. Il est généralement plutôt chaotique. Bien qu'il ne cherche pas vraiment à avoir de serviteurs, il va quand même en avoir. Ce sera souvent des personnes qui voient en lui un symbole, un idéal à atteindre et qui vont chercher à se faire remarquer par le mégalomaniaque pour rentrer dans ses bonnes grâces. Dans ses bras droits, on retrouve souvent le fanatique. Un personnage qui va être dévoué corps et âme au mégalomaniaque, envers et contre tout. On retrouve également le profiteur. Il est intelligent et voit le tableau dans son ensemble et va chercher à se servir de l'influence du mégalomaniaque pour mener à bien ses propres projets. L'araignée. Il est malin, manipulateur et va agir à l'insu de tous pour parvenir à ses fins. Pour lui, l'image est le plus important et il va tout faire pour la maintenir. Dans ce but, ses suivants ignoreront la plupart du temps qu'il travaille pour lui. Dans ses bras droits, on retrouve souvent l'informateur, le personnage qui a un réseau lui permettant de savoir tout sur tout. On retrouve également très souvent le visage public. L'araignée n'aimant pas être sous les projecteurs, elle a souvent un homme de paille, une marionnette vers qui rediriger l'attention, surtout au cas où les choses tourneraient mal. Finalement, nous avons l'esprit maléfique. Il est corrupteur, de par sa présence et ses actions, il va répandre la discorde et le malheur sur son passage. Ses suivants sont généralement ses victimes, la conséquence directe de ses actes. Dans ses bras droits, on retrouve souvent le rédemptionniste. Plutôt qu'un véritable bras droit, celui-ci veut arrêter l'esprit maléfique, que ce soit par vengeance ou parce qu'il se sent responsable des méfaits de ce dernier. Cependant, le rédemptionniste va s'y prendre de la mauvaise manière dans sa quête, cherchant à détruire l'esprit maléfique, peu importe les conséquences. On peut également retrouver le maître, celui qui a volontairement libéré l'esprit maléfique et qui espère pouvoir le garder sous son contrôle. À présent, on rejoint mon panel d'experts pour avoir un dernier avis sur les méchants et leurs serviteurs. Bonsoir. Et on est de retour pour la 3e et dernière partie des ateliers consacrés aux méchants. Et donc cette fois-ci, on va parler des bébés méchants, hein, donc les méchants qui ne servent pas à grand-chose, les trash mobs, les laissés pour compte, les délaissés, les oubliés. Bref, les à côté des méchants. Et donc, on va commencer par une première question pour mon panel d'experts. Quel type de petit monstre, sbire sans nom, bref, le trash mob, aimez-vous rencontrer lors d'une partie? Quel archétype de monstre vous aimez croiser de temps en temps? Ou quel monstre même en particulier vous pouvez apprécier? Et on va poser la question à Monsieur Adrien.
Ça dépend. Moi, je suis de par ma façon de jouer, plus utile à opposer les joueurs sur des obstacles non vivants, parce que j'aime bien qu'un combat reste assez fort. Après, quand c'est envoyer du mob pour du mob, j'ai une grande passion pour les brigands, voir les fausses pistes aussi. Leur faire affronter des gens qu'ils ne sont pas censés affronter. Bon, du coup, ça sort un peu du trash mob. Et après, bah, c'est tous les va mourir, comme on dit en GN, tous les va mourir classiques, hein, du brigand au mercenaire, en passant par toutes les petites créatures, gobelins, nargoyles et compagnie. Et voilà, que ce soit simple, qu'il y en ait beaucoup. Moi, en fait, j'aime bien quand il y en a beaucoup. C'est le seul intérêt que je vois à ces trucs, c'est que ça arrive par vague de 200 et tu fais ton jet d'attaque et ton MJ te dit vas-y, lance tes dégâts. Ouais, j'ai fait 22. Bah, tu viens d'en trancher 22 et tu te sens fort. Et souvent, c'est la déchéance après, du coup. Mais c'est toujours pas mal. Ça permet de faire vivre vraiment une action héroïque à moindre coût scénaristique pour le MJ, quoi. Alors, a priori, je suis d'accord, j'aime bien quand il y a plein de petits ennemis parce que dans beaucoup d'œuvres, notamment cinématographiques, héroïques, bah, les héros, d'abord, ils affrontent des antagonistes de faible puissance et en effet, ils peuvent en tuer 20 à la douzaine. Et donc, du coup, ça, pour le simuler, il faut que lors de la confrontation, il y ait donc des ennemis de faible puissance à affronter, qui affrontent les héros, qui peuvent donc à ce moment-là utiliser leur talent, leurs compétences, leur pouvoir pour en tuer. Mais du coup, la problématique, c'est que je trouve, hein, pour l'avoir expérimenté, c'est que c'est bien si les aventuriers, les héros, les protagonistes au départ du scénario, parce que c'est souvent là où on fait d'abord les premières vagues de combat, bah, n'utilisent pas tout leur pouvoir pour que dans la chronologie du scénario, ils puissent aller crescendo. Mais ça se fait assez peu. Et notamment aussi quand il y a souvent à la fois des monstres de basse puissance, des sbires qui sont avec les chefs, et ben souvent les PJ concentrent tout de suite toute leur force sur le chef parce que ça fait un peu bah, jeu vidéo optimisation et ça fait moins cinématographique que bah, dans d'autres œuvres plus linéaires et plus narrativistes où en fait, d'abord, on combat les sbires pour ensuite avoir le combat final avec le méchant, l'antagoniste principal. Et je trouve que ça, moi en tout cas, j'ai vraiment du mal à le mettre en scène. Personnellement, j'aime bien les cultistes et les gobelins. Sur le coup, ça peut paraître assez aux antipodes, mais les cultistes et les gobelins ont l'avantage de pouvoir être assez versatiles, en termes, d'équipement et de mécanique de combat. Les cultistes, il y aura toujours des cultistes avec des grosses dagues, très étranges et il y aura toujours deux trois cultistes qui tenteront de faire de la magie et en général, ça fonctionnera pas vraiment. Un petit peu comme les gobelins et il y aura toujours un grand gobelin qui sait vraiment bien faire de la magie et un grand cultiste qui sait aussi bien faire de la magie. Quelles que soient, les époques, le cultiste est versatile en termes, d'armement, d'équipement et de possibilités d'action, même si dans tous les cas, il sera facile, à battre et ben, surtout un cultiste, on peut le capturer pour lui parler et récupérer des informations sur qui est le grand cultiste ou qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont, enlevé ou éviscéré, Miss Picardie et cetera et cetera. Bah, moi, effectivement, comme, 2 personnes avant moi l'ont déjà dit, j'aime bien quand il y a plein d'ennemis et qu'on peut tuer facilement. Donc, là, j'ai notamment une pensée pour la partie de Soulbound que tu nous as maîtrisée, où à un moment donné, on jetait un dé pour savoir combien d'ennemis on touchait. Enfin, on tuait d'un coup, c'était c'est juste hallucinant. Et effectivement, ça donne un sentiment de puissance assez énorme. Et sinon, j'ai quand même une petite passion pour les brigands, ceux qui t'attendent sur le coin, enfin, devant un pont ou n'importe où et qui te disent: «La bourse ou la vie» et que tu vas, enfin, que les PJ vont défoncer en 4 tours, mais bon, toujours une pensée pour ceux-là. Ouais. Les mecs, ils se font dédouaner, ils se font découiner un par un, puis ils restent.
Ouais, c'est Il n'y en ça. a aucun qui ait une once de survie. D'ailleurs, si même vos trash mobs ont un instinct de survie, faites les Mm. fuir au bout d'un moment. Mais ça, on en avait parlé lors des ateliers sur les méchants précédents. Pour ma part, j'ai une grande passion pour les villageois à qui on a dit de la merde et qui vont attaquer les héros en pensant bien faire. Donc Ils sont pas mal, les tu innocents. sais pas trop si tu dois les taper ou pas parce que bon bah c'est les villageois quand même, ils ont rien fait de mal, mais c'est juste il y a quelqu'un qui leur a dit oh attention, il y a un groupe d'aventuriers qui arrivent, ils viennent pour piller le village alors que pas du tout, vous êtes là pour les aider. Et c'est un truc qui m'a toujours beaucoup plu, les groupes à moitié fanatiques enfin qui ont été embrouillés par un méchant quelconque et qui attaquent les héros sans trop réfléchir. Ben, pour moi, ce serait plutôt ceux qui ont une utilité dans le scénario, qu'on peut avoir soit une fois qu'on les a vaincus en les laissant certains vivants, les interroger pour obtenir des informations, soit ceux qui sont soit manipulés par le méchant ou qui vouent un coup au méchant ou quelque chose comme ça. En tout cas, ceux que les personnages joueurs peuvent tenter de retourner contre le méchant. Bref, avoir des interactions avec eux en dehors de leur taper sur la gueule. Moi, ça va un peu retrouver ce qui a été dit précédemment. En fait, j'ai deux réponses qui vont être diamétralement opposées. Ma passion, c'est d'éviter les combats. Donc, moi, j'aime bien quand les méchants, ils sont pas là juste pour se faire buter, parce que voilà, dans leur contrat, il y a écrit, ils ont un seul rôle, c'est se faire buter par les gentils. Non, j'aime bien quand ils sont là pour une raison et quand on peut discuter avec eux, quand ils sont pas que méchants et voilà, il y a moyen d'éviter la confrontation, soit en les raisonnant, soit en les convainquant que le mieux dans leur intérêt, c'est de se barrer ou ce genre de choses. Voilà. Après, si on parle vraiment de sbires méchants qui monodimensionnels et dont l'unique but c'est de se faire buter de manière jouissive par les PJ, du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est les nazis, parce que c'est toujours cool de buter des nazis. Question suivante. Du coup, hors du jeu de rôle, y a-t-il un ou des sidekicks du grand méchant que tu as particulièrement apprécié? Je suis très content d'être le premier à répondre parce que j'avais peur que quelqu'un me vole. Évidemment, Kronk dans Cusco, l'empereur mégalo. Là, on a Damien qui est ah non. Voilà, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres et qui me viennent pas en tête, mais voilà, le sidekick rigolo, qui est moralement gris, qui du coup va pas forcément suivre le méchant jusqu'au bout. Et Bah, moi j'ai pris du Eric Powell, quitte à faire un peu de pub pour un auteur comics. Eric Powell, dans toutes ses œuvres, en particulier dans The Goon, qui est l'histoire d'un homme qui fait partie d'un clan de mafieux, qui partage sa ville avec un autre clan mafieux qui est mené par des zombies. Et du coup, Eric Powell s'est blindé de sidekicks dans tous les styles, que c'est beaucoup de ces sidekicks du méchant, avec moi ce que j'adore, un grand méchant qui en fin de compte est pathétique et nullissime. Mais c'est que des sidekicks, que des histoires, des historiques et des backgrounds déjà faits. Bref, il y a du clé en main, il y a de tout, il y a des chats à visage humain, il y a des zombies qui ont refusé leurs conditions de zombies et qui préfèrent vivre comme des clochards avec une guitare et faire la manche. Vous avez tout ce qu'il faut pour gérer vos parties, du plus noir au plus absurde. Donc voilà, lisez Eric Powell et vous aurez plein de méchants et de trash mobs dans tous les sens. Voilà, c'est dans la même licence, ça va être Harley Quinn. En termes de sidekick, je pense que. Et oui, désolé Thomas, mais bon. En même temps, c'est un peu En le même premier temps, auquel tu penses, hein, généralement. Ouais. d'un, c'est un peu le premier auquel tu penses. De deux, c'est sûrement l'un des sidekicks les mieux écrits de l'histoire. Peut-être pas le, mais sûrement l'un. Et puis voilà. Alors moi, pour une raison que je n'explique pas particulièrement, sûrement parce qu'il m'a marqué dans ma jeunesse, je suis un grand fan de Shiva dans Street of Rage 2. Je trouve qu'il est blindé de charisme.
C'est le garde du corps du grand méchant de la mafia. Et parce que c'était un jeu des années 90, forcément, c'est un ninja. Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas? Et donc, ouais, c'est un personnage en fait, qui du coup ne va pas du tout avec les autres et qui pète de charisme. Donc voilà. Et sinon, plus sérieusement, dans les sidekicks de grands méchants que je trouve excessivement intéressants, ça va être Ryuk, le Shinigami dans Death Note, qui, un peu pour la même raison que pour Cusco, c'est un personnage qui est dans le fond méchant, mais il est quand même très très gris. Il va jouer le rôle d'observateur tout du long. Et je le trouve extrêmement intéressant comme personnage en sidekick. Oui, alors, effectivement, et la façon dont tu en parles, c'est parfaitement logique. C'est vrai que dans ma tête, je l'avais pas mis dans la catégorie sidekick parce que qu'il est tellement plus puissant que celui dont il est le sidekick, mais c'est vrai qu'en un sens, c'est un sidekick. Alors, pour moi, du coup, je serais Iago dans Aladdin. Mhm. Pas du tout parce que je me suis fait piquer Kronk. Voilà, il est assez à la fois drôle et puis Elle est revenue. il a une évolution intéressante. Alors oui, je l'avais. C'est dans le film La Momie de 1999, Bernie, qui est au départ l'ami du héros et qui, pour survivre, le trahit et devient le sbire du méchant Imhotep. Notamment lorsqu'il le rencontre pour la première fois et qu'il sort tripoté de symboles religieux pour voir lequel fonctionne. J'ai trouvé cette scène hilarante et tout au long du film, j'adore le rôle qu'il prend. Quel est le méchant qui t'a le plus marqué au cours de tes parties de jeux de rôle? Donc soit en tant que joueur, soit en tant que MJ, ou voire les deux si tu as deux choses à nous proposer. Là, en me triturant les méninges, je me suis souvenu d'un méchant qui m'avait marqué en mal. Est-ce que ça compte? Vas-y, envoie. Du coup, c'est dans une campagne de Star Wars que je fais avec 2 personnes ici. C'est un méchant qui s'appelle Grenta Omega, vous devez peut-être vous souvenir, qui est, pour moi, la caricature du méchant qui fait ses choses et qui, s'enfuit de manière quasiment, de manière totalement forcée à la fin, sans qu'on puisse, l'arrêter de manière répétée et à la fin, ça en devenait limite gagasque, je trouve. À noter pour futur MJ, ne faites pas un running gag de la fuite de votre méchant. Alors pour ma part, j'ai eu aussi du mal sur cette question. Donc j'ai pas réussi à en trouver de parties qui m'ont été maîtrisées. Encore une fois, la passion d'éviter les combats. Par contre, il y a un méchant qui m'a beaucoup plu dans les parties que moi j'ai maîtrisées. Et ça a été ma licorne sur Monster of the Week. Voilà, en fait, pour ceux qui ont vu la série Gravity Falls, il y a une licorne dedans qui est tout simplement une espèce de grosse connasse qui va battre des cils, qui va sembler être très très gentil et en fait qui grosso modo avait monté tous les gens de la ville les uns contre les autres en promettant mon merveille, magie, immortalité à la personne qui serait la plus gentille. Et donc ils se sont mis à tous se massacrer les uns les autres de façon à éliminer la concurrence. Et bien sûr, la licorne faisait ça de façon totalement consciente. C'est juste que c'était une grosse connasse. Voilà. Gravity Falls, c'est une mine à scénario de base. Donc c'était ma licorne dans Monster of the Week et ça a été un des méchants que j'ai le plus aimé parce que les joueurs l'ont rencontré et il y avait cette espèce de poney là qui était tout triste, tout chétif et qui savait pas trop quoi faire avec et puis qui se rendent compte au fur et à mesure que vraiment c'est une vieille raclure et c'est même beaucoup plus comme personnage. Pas exactement un grand méchant, mais un adversaire. Une campagne maîtrisée par quelqu'un ici présent. C'est comme 1000 visages. C'est dans Shadow of Wagenstein. C'est un adversaire qui peut prendre l'apparence de n'importe qui et y arriver à faire ses trucs et à s'en sortir. Mais du coup, ça a été évoqué par Thomas plus tôt. Là, sur le fait que le méchant s'échappe à chaque fois.
Mais là, avec 1000 visages, c'était plutôt que c'était c'était après ça qu'on se rendait compte que c'était lui qui avait fait le coup. Donc tout se passait et c'était à la fin, on avait la validation et tout était déjà, c'était accompli avant. Donc il y a pas la même frustration de l'échappée artificielle de l'adversaire. C'est un méchant que j'aimais bien. Alors, c'est un running gag, donc il était aussi appelé à revenir. Mais en fait, c'était un running gag plutôt façon les pirates dans Astérix. C'est-à-dire qu'il était là. Quand il voyait que les gentils arrivaient pour lui casser ses plans, il était en mode « Oh non, pas eux encore !» Et évidemment, son, son, son rôle dans l'histoire, c'était d'être assez pathétique. Et évidemment, c'était jamais le grand méchant de l'histoire, c'était juste quelqu'un qui faisait sa magouille dans son coin ou qui aidait le grand méchant, ou voilà, mais qui se trouvait en plein milieu. Et un plaisir pour les joueurs de le retrouver et de le martyriser. Moi, je suis très one shot, donc je suis très scénar unique, donc j'ai pas en tant qu'MJ, j'ai pas le temps d'instaurer un très très grand méchant. J'ai beaucoup de méchants d'ambiance. Je pense que dans les marquants, il y avait Riri, Fifi et Loulou qui étaient trois enfants démons dans Little Fears qui, fatalité, la partie montait trop en tension et je sentais que j'étais vraiment en train de perdre deux joueurs. Donc du coup, on a tourné la partie dans un côté un peu plus cartoon et donc c'était vraiment trois gamins absolument cartoon quoi, qui sont en haut d'un cimetière, qui sont en train de réciter déguisés en nécromanciens des paroles bizarres et il n'y a absolument rien qui se passe. Donc mes PJ commencent à avancer et il y en a, voyant qu'il n'y a rien qui s'était passé, les Riri, Fifi et Loulou ont gentiment demandé une pause pour pouvoir recommencer ce que les PJ ont laissé faire. Donc ça m'a assez marqué. Après, ils se sont fait du coup traquer par les trois gamins qui conduisaient une voiturette de golf déguisée en pirate. Donc ces trois gamins-là m'ont pas mal marqué. Dans plus méchant ambiance, encore sur Little Fears, il y avait une partie où les gens étaient traqués par un monsieur déguisé en Mickey, à peu près. Elle est disponible sur la chaîne. D'ailleurs, elle est disponible sur la chaîne, c'est vrai. Et mon Dieu, quelle horreur que de s'entendre masteriser. Et sinon, en tant que joueur, j'avais mon frère jumeau dans la campagne actuelle d'El5A que je suis en train de jouer, qui du coup était le grand méchant de mi-campagne, qui était emprisonné par la personne qu'on pensait être la grande méchante de l'histoire, et pas du tout. Donc scénaristiquement, on a la grande méchante qui est plus ou moins devenue une alliée en quête de rédemption, puisqu'elle est à moitié rendue folle par le vide. Et les PJ, voulant bien faire, ont libéré mon frère jumeau, ce qui a coûté la vie de mon personnage dans un sacrifice héroïque. Mais voilà, c'était un méchant assez stylé parce que le MJ avait bien géré son truc. Il avait fait 2-3 allusions pendant la partie. Mais du coup, pour les PJ, tout venait de cette méchante en question qui en fait n'en était pas une. Et au moment de l'affrontement final face à elle, c'était est-ce qu'on se bat contre le truc qui fait 12 mètres et qui est en train de nous défoncer, ou est-ce qu'on se bat contre la meuf qu'on traque depuis 15 scénarios? Et donc ça a donné un bon choix moral aux joueurs et à toute la table. Et du coup, c'était assez marquant. Surtout le fait qu'en plus, elle emmène mon personnage avec elle, enfin avec lui. Du coup, Michel, est-ce que tu as eu le temps de trouver une réponse à cette question? Alors oui, j'ai trouvé une réponse à la question. Et la réponse est, je n'en ai pas non plus. Très bien. Parce que je m'aperçois qu'on a tous eu de grandes difficultés à en trouver, et moi le premier, et en me triturant la cervelle aussi bien en tant que maître de jeu qu'en tant que joueur, je m'aperçois que c'est pas facile de trouver un antagoniste qui nous a vraiment marqué. Voilà, je dois avouer, je pense que déjà, ça marque plus quand c'est en campagne.
Donc déjà, il faut avoir joué une campagne de bout en bout, ce qui, moi, de mon cas, ne m'est pas arrivé très souvent. Parce que j'ai souvent arrêté des campagnes en début ou en milieu. Et ensuite, inversement, en tant que maître de jeu aussi, faire des campagnes, j'en ai pas fait tant que ça non plus. Donc, c'est pas facile. Ah bah, Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Michel, ce qu'il y a, c'est que le jeu de rôle, plus encore que les autres médias pourvoyeurs de fiction, d'histoire, le jeu de rôle est vraiment, tourne vraiment autour des PJ. Et contrairement à un film ou à un bouquin où des fois le personnage principal c'est celui qu'on aime le moins ou qui est le moins intéressant, et ceux qui sont intéressants sont les personnages secondaires autour et assez souvent le méchant. Et les films, du coup, nous montrent un peu le personnage principal, mais beaucoup le reste de l'univers. Et dans une partie de jeu de rôle, non, c'est vraiment tout est vraiment centré sur l'action des personnages, ce que font les personnages. Les projecteurs sont sur eux et pas tellement sur les méchants qu'on ne voit que très peu en général, le temps d'un affrontement. Et du coup, ça peut expliquer aussi les difficultés qu'on a eu à en trouver. J'ai retrouvé mon idée, c'est Adrien qui me l'a très gentiment rappelé, parce qu'il a parlé de Riri, Fifi et Loulou, et comme certains d'entre vous le savent ici peut-être, j'ai une forme de passion un peu puérile pour la bande à Picsou. La nouvelle version qui est excellente, que je vous encourage à regarder, mais en l'occurrence, j'ai fait une partie qui se passait un scénario dans un jeu, un scénario de super-héros, où les personnages se retrouvaient dans l'univers des canards. Voilà. Et il passait même, il y avait un double voyage, c'est-à-dire il se retrouvait dans l'univers des canards, et il passait dans le côté, dans le négaverse de l'univers des canards, c'est celui où les gentils et les méchants, où tout est inversé. Donc ça, c'est tiré de Mister Mask. Là, il y a un personnage qui vient d'un tel univers, donc c'est Mister Mask, le Negaduck en anglais. Et donc les personnages se sont retrouvés face à Sinister Max, mais surtout se sont retrouvés face à la version Evil de Picsou. Et voilà, j'avais beaucoup aimé imaginer une version Evil de Picsou qui est et là c'est vraiment Picsou mais en noir. Donc c'est pas genre Gripsou qui est un méchant mais assez pathétique. Non, là c'est un Picsou, donc le plus rusé, le plus malin, sans le code moral. C'était du genre, il avait en fait, comme il préfère la mer à la piscine, du coup, sa fortune, c'est la baie de Canardville. La mer, c'est que des pièces d'or. Alors, en tant que PJ, ça remonte à il y a super longtemps. Mais c'est un méchant que j'avais bien apprécié. Et j'arrivais plus à me rappeler de son nom. C'est Auguste Sénestre, dit le Dextre, qui est l'antagoniste principal d'un scénario de Brigade Chimérique que je vis il y a longtemps et que j'avais beaucoup apprécié. Un mec qui a plus de mains et qui contrôle des mains qui font des meurtres, etc. C'est très sympa. Et par contre, ça n'est rien face à l'antagoniste que je voudrais vraiment adapter dans un scénario. Monsieur le président directeur général, alias le PDG des apprentis sorciers, qui est un personnage tout à fait fascinant en termes de background, que je ne vais pas spoiler ici. Acheter les apprentis sorciers, c'est le bien. Chèque. Voilà, mais le personnage en termes de background, en termes de mécanique et dans une campagne, c'est un bijou. Moi, ça m'a fait penser à un autre méchant qui est un petit peu particulier au niveau de sa construction, mais du coup qui a ponctué de nombreuses parties. C'est le grand méchant qui est mort lors de la première partie de ma campagne Deadland, donc un certain dénommé Black Dog, qui est chef du clan Black Dog.
donc qui est mort de façon relativement classique, hein, avec beaucoup de plomb dans l'aile, qui n'a pas eu un affrontement mémorable et qui était juste traqué par le gang pour la récompense, et sauf que ça a déclenché tout un tas d'événements, d'avoir un gang complet d'assassins qui traquent le gang pendant toute la campagne pour essayer de venger la mort de leur chef. C'était censé être le boss de fin, c'est ça? En fait non, du coup c'est le boss du début, mais C'est mais le voilà. boss déclencheur. En fait, c'est le boss qui va lancer les hostilités du méchant. Donc, tout le monde s'est battu contre les membres de Black Dog, même si Black Dog était mort dès le début. Mais avec du coup beaucoup de choses autour, et c'était assez sympa. Et ça change un petit peu du coup comme grand méchant. Pour une fois, on a tué le grand méchant dès le début.